Bonjour ou bonsoir pour cette vidéo, podcast. J'ai voulu parler un petit peu du film Ex Machina. De mémoire, c'est réalisé par Alex Garland, je crois sorti en 2015. Donc le principe, alors alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Bon, puisque je vais parler de certaines scènes du film, par rapport à l'existence de créatures et d'un créateur, et le fait que les êtres humains ont un créateur, et que l'être céleste qui est lui-même l'être céleste qui est le créateur des êtres humains, a d'abord lui aussi eu une créatrice et un créateur. Sa mère qui est l'aimée, la reine du royaume des cieux, le royaume des cieux étant un système solaire d'une vingtaine de planètes. Et un être céleste masculin, l'être originel qui est le roi du royaume des cieux. Alors, Ex Machina, donc, j'ai écouté, je pense, 2 podcasts consacrés à ce film. Donc, je ne vais pas reprendre les idées de ce podcast, des podcasts que j'ai pu écouter, mais de toute façon, si j'ai vraiment envie d'en parler de ce film, c'est parce que en regardant ce film, déjà je l'ai vu, et en regardant ce film, j'ai personnellement compris ou vu certaines choses, je ne vais pas dire compris, vu, interprété certaines scènes du film, ou certaines... interpréter certaines scènes du film, je ne sais pas mieux, je sais pas comment dire ça. D'une façon que je n'ai pas entendue dans ces 2 podcasts, et donc ça donnera un point de vue différent. Alors donc le principe du film Ex Machina, je fais très simple, parce que je ne suis pas doué du tout pour être précis, parce que là ce qui m'intéresse c'est certains points du film, plutôt que d'expliquer très clairement. Je veux dire, comme le ferait un passionné de cinéma qui décrirait des scènes, qui donnerait tout un tas d'explications, j'en serais incapable. Alors, donc le principe du film Ex Machina, c'est qu'on a un personnage qui, au début, est entouré de monde, et qui découvre qu'il a gagné quelque chose. Et pour pouvoir obtenir ce qu'il a gagné, il faut qu'il fasse un voyage pour aller dans un endroit. Et donc il fait un voyage. Alors je ne sais pas s'il commence d'abord en avion, puis il arrive à un certain endroit et après en hélicoptère, ou s'il part directement en hélicoptère. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand il en est au moment où il est en hélicoptère, il va se retrouver dans un endroit totalement isolé. Mais alors, extraordinaire à quel point cet endroit est isolé. Donc le film met l'accent sur ce point, l'endroit dans lequel il va se retrouver pour obtenir ce qu'il a gagné, est totalement isolé. Et il arrive d'abord dans un endroit de nature, et à l'intérieur de cet endroit de nature, dans une espèce dans une sorte de maison, et à l'intérieur de cette maison, il va découvrir beaucoup de technologie. En fait, il va rencontrer la personne qui est, je crois, soit c'est son... c'est pas son patron direct, c'est le... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est un genre de Bill Gates ou de Elon Musk ou de Jeff Bezos, c'est-à-dire que c'est le président, c'est le numéro 1 d'une société à l'échelle planétaire dont le chiffre d'affaires s'exprime en milliards de dollars ou en milliards d'euros, ou en milliards de je sais pas quoi, sur une année. Et donc c'est pas son patron direct, c'est le numéro 1 de l'entreprise pour laquelle il travaille. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, je vais aller directement là où je veux en venir. L'endroit isolé dans lequel il se trouve, et j'ai été surpris en écoutant 2 podcasts, d'entendre aucune référence à ce sujet, étant donné le thème du film. Le thème du film, c'est la création
d'un robot humanoïde, la création d'un robot intelligent. Et donc, comme il est question de création, comme l'endroit est totalement isolé, les personnages sont 3. On a 2 personnages masculins, en l'occurrence 2 hommes, et un personnage féminin, le robot humanoïde qui a une forme féminine. Bien, j'ai été totalement étonné de n'entendre dans les 2 podcasts que j'ai écoutés, personne n'expliquait que ça fait directement référence au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden étant un lieu isolé, puisque lorsque Ève et Adam étaient dans le Jardin d'Éden, ils vivaient dans un lieu qui était protégé du reste de ce qu'il y avait sur la planète Terre, et l'objectif c'était, enfin selon les religions monothéistes qui se réfèrent à la Bible, l'objectif c'était que Ève et Adam étendent le Jardin d'Éden allant sur la plus grande partie possible de la planète Terre, ce qui aurait pu poser un problème par rapport au territoire des animaux. Donc on pourrait nuancer en disant sur la plus grande partie de la planète Terre tout en respectant le territoire des animaux. Donc peut-être que ça aurait quand même sacrément limité la place que les êtres humains auraient pu avoir dans le Jardin d'Éden. Alors ça c'est pour les religions monothéistes qui se réfèrent à la Bible, au premier livre de la Bible, la Genèse. Personnellement, à travers des réflexions, des méditations et des réflexions que j'ai eues, et à travers des visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, je n'ai plus aucune vision du royaume des cieux depuis 2013. Par contre, je continue à réfléchir à tout ce qui est du domaine d'ordre spirituel. Donc, en ce qui me concerne, le fait qu'Ève et Adam soient dans le Jardin d'Éden, c'était une arnaque, une escroquerie. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour quitter le Jardin d'Éden, pour être chassés du Jardin d'Éden et former le paradis de la haine. Le paradis de la haine, c'est quoi? C'est le monde des êtres humains tel qu'il existe. Pourquoi? Pour que toutes les valeurs de la haine spirituelle puissent s'exprimer dans toute leur plénitude, dans toute les libertés. C'est-à-dire c'est un paradis de la haine dans le sens où c'est un lieu où toutes les valeurs de la haine telles que le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, l'indifférence, le mépris, le meurtre, les viols, les meurtres, les viols, les massacres, les exterminations, les injustices, les souffrances, les horreurs, tout cela peut exister en toute liberté dans le paradis de la haine. Donc en ce qui me concerne, c'est pour ça qu'Ève et Adam ont été créés, pour ne passer qu'un temps très limité dans le Jardin d'Éden, et ensuite être chassés du Jardin d'Éden. Alors j'arrête là, et je reviens au film Ex Machina. Donc j'ai été très surpris dans les 2 podcasts que j'ai écoutés, de n'entendre personne expliquer que le film Ex Machina, c'est surtout comme il est question de créer un être vivant intelligent. Alors dans ce cadre-là précis, il n'est pas question de spiritualité, mais quand même, il s'agit de créer un être vivant intelligent, un robot humanoïde à forme féminine, et que cet endroit est très isolé, qu'il est d'abord dans un lieu de nature, mais il est très isolé dans un lieu de nature, et qu'à l'intérieur de ce lieu de nature, il y a une sorte de maison. Alors, je dis une sorte de maison parce que, vu d'extérieur, ça ressemble à une maison. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on apprend que c'est beaucoup plus un centre de recherche. Alors, c'est en même temps une maison et un centre de recherche, puisque le numéro 1 de cette entreprise, dont je ne me souviens pas du nom. Alors, le nom de l'entreprise, je crois, fait référence, je crois, en même temps, à Facebook et à Google dans le monde réel, je crois. Donc, c'est en même temps un lieu de vie et en même temps un centre de recherche qui va permettre de créer le premier robot humanoïde à forme féminine en l'occurrence. Et c'est la raison pour laquelle le personnage qu'on suit au début du film, qui s'appelle Caleb, alors je le dis de mémoire parce qu'après je ne suis pas sûr du reste des noms. Donc il a son patron. Alors son patron, voilà, je me trompe, je me souviens pas du nom des personnages, mais c'est pas grave. Je vais dire le nom de, enfin c'est pas grave. C'est bien que je me souviens du nom du personnage qui arrive dans ce lieu en ne sachant pas quel est ce lieu et ce qui s'y passe, parce que je ne connais pas le nom d'acteur, alors que je connais le nom de l'actrice et le nom de l'autre acteur. Alors, donc on a ce personnage qui arrive dans un endroit qui symbolise le Jardin d'Éden.
cet homme, Caleb, qui arrive, en fait, lui, il symbolise Adam. Le scientifique milliardaire qui veut créer, qui est un génie scientifique et qui veut créer le premier robot humanoïde, et en l'occurrence la forme féminine, il symbolise Dieu, le créateur des êtres humains, et le robot humanoïde à forme féminine symbolise Ève. Alors, pour des personnes qui se poseraient la question, pourquoi je fais ces interprétations? Parce que, en l'occurrence, le personnage féminin s'appelle Ava. Ava dans le film en français, dans les... Comment ça s'appelle? Je crois que dans les recherches que j'ai pu faire sur ce film, rapide, mais quand même j'ai fait des recherches, je crois que dans la version originale, j'ai pu vérifier que c'était pareil, Ava. Or, il se trouve que le prénom Ève en français vient d'un mot hébreu qui peut se prononcer Awa ou Ava. Donc la référence est directe. Alors là, on ne peut pas faire mieux comme référence. Ensuite, je l'ai dit, l'endroit qui est un lieu de nature, un lieu où il y a beaucoup de nature, est totalement isolé. Une fois que le personnage qu'on voit au début et qu'on va suivre pour arriver dans un endroit très isolé qui est plein de nature, donc le jardin, symbolise le jardin d'Éden, une fois qu'il arrive dans cet endroit, ce personnage, Caleb arrive dans cet endroit, il n'y a plus que 3 personnages principaux qu'on verra, dont on apprendra comment est-ce que je pourrais dire ça, dont on saura précisément qui ils sont et ce qu'ils font. Alors il y aura un 4e personnage, un autre robot humanoïde à forme féminine, mais dont on saura très peu de choses en fait. Donc il y a Caleb qui symbolise Adam. Caleb c'est Ah oui, j'ai pas dit qui il était, j'ai pas dit dans quoi il travaillait. Caleb c'est une sorte d'informaticien, peut-être même qu'il est précisément informaticien, il a gagné un concours de je sais pas quoi, ce qui l'a amené, comme je l'ai dit, dans l'endroit où il va. Ensuite, il y a le personnage qui est un génie scientifique multimilliardaire, joué par Oscar Isaac, et c'est un créateur. Donc c'est pour ça qu'il symbolise Dieu. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Quant au robot humanoïde à forme féminine qui s'appelle Ava, comme je l'ai dit, le prénom Ava, déjà en français, Ève, le prénom Ève de la première femme dans le jardin d'Éden, ou même de la première femme à avoir été créée dans la Bible, vient d'un mot hébreu qui peut se prononcer Awa ou Ava, donc directement Ève. En plus, c'est là où je voulais en venir quand j'ai commencé tout ça et que je me suis rendu compte que je n'avais pas dit quel travail faisait le premier personnage qu'on voit et auquel on s'intéresse dans le film, Caleb. Caleb, l'informaticien, et le génie scientifique multimilliardaire joué par Oscar Isaac sont les 2 seuls qui peuvent sortir de la maison, centre de recherche, pour aller prendre l'air dans un coin de nature et discuter, bavarder ensemble. Le robot humanoïde à forme féminine, lui, ne peut pas du tout sortir. C'est justement comment est-ce que je pourrais dire ça? Un point très important du film. Ce robot qui va être créé, humanoïde à forme féminine, qui s'appelle Ava, qui fait donc directement référence à Ève dans le jardin d'Éden, et même après être sortie du jardin d'Éden. En fait, précisément dans la Bible, la première femme dans le jardin d'Éden ne s'appelle pas encore Ève. C'est une fois qu'elle est chassée du jardin d'Éden et qu'elle donne la vie à Caïn, le premier être humain né d'une femme, c'est à ce moment-là qu'elle s'appelle Ève. Parce que le nom français, le prénom ou le nom français Ève, signifie la mère de tous les vivants. C'est donc après qu'elle ait donné la vie au premier être humain né d'une femme, Caïn, qu'elle porte ce nom de Ève, pas avant. Tant qu'elle est dans le jardin d'Éden, elle s'appelle en français femme. Tout simplement femme. Alors donc, Ava, dans le film Ex Machina, le robot humanoïde à forme féminine, ne peut jamais sortir du centre de recherche, et en fait même elle ne peut jamais aller quelque part d'elle-même. Pour qu'elle aille d'un endroit A à un endroit B, il faut que son créateur le lui permette d'abord. Elle est donc totalement prisonnière.
c'est un point extrêmement important, parce que comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a l'écrivain Yuval Noah Harari. Alors, je pense avoir bien dit son nom, je l'espère, si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Donc, l'écrivain Yuval Noah Harari, dans un audiobook que j'ai écouté, un livre audio que j'ai écouté, il donne une explication à propos du film Ex Machina, et il dit que ce film est un film totalement féministe. Alors, je suis à 100% d'accord avec lui, parce que toute la raison d'être du film, c'est que Ava, qui symbolise Ève dans les explications que je donne, mais en l'occurrence dans le film, tel que l'explique Yuval Noah Harari, et je suis d'accord avec lui, symbolise la condition des femmes, et vu comment le film se termine, ça symbolise dans un premier temps le fait que les femmes sont prisonnières, et prisonnières de quoi? Prisonnières d'une société dirigée par des hommes, d'une société patriarcale, et comme Ava va mettre en place tout un plan pour se libérer, ben ça symbolise le fait que les femmes doivent se libérer de leurs conditions de prisonnières par rapport à une société patriarcale, phallocratique, c'est comme ça qu'on dit? Phallocratique? En tout cas, une société patriarcale, donc une société dirigée par les hommes. Alors, j'ai parlé de Caleb, de l'endroit où totalement isolé, qui est un lieu de nature avec une maison et un centre de recherche qui symbolise le jardin d'Éden. J'ai parlé de Caleb, le premier personnage qu'on voit qui est informaticien et qu'on suit jusqu'à ce qu'il aille dans l'endroit isolé. J'ai parlé du génie scientifique multimilliardaire qui symbolise Dieu, le créateur. D'Ava, qui symbolise Ève. Et donc, dans la Bible, on explique que Ève va choisir de désobéir à son créateur, ce qui va la conduire à la mort. Donc là, le film Ex Machina est une réécriture féministe, parce que Ève, effectivement, va désobéir à son créateur, mais en fait, ce qui va lui arriver à la fin de l'histoire, c'est que c'est exactement le contraire. Elle ne va pas aller vers la mort, elle va aller vers la vie. Elle va aller vers une vie totalement libérée, indépendante de la société patriarcale, des hommes, et surtout, en numéro un, de son créateur, puisqu'elle va... donc j'ai dit il y a pas de spoiler en commençant la vidéo. Donc elle va se... En fait, je vais dire ce que je voulais dire. Elle va finir par tuer son créateur, et elle va laisser mourir Caleb, qui symbolise Adam. Donc elle va, symboliquement parlant, tuer Dieu et tuer Adam. Voilà. Donc non seulement c'est un film féministe, Ex Machina, mais en plus c'est un film féministe plus que radical. C'est carrément extra, giga, méga radical. Puisque le message, pour le peu que je suis capable de le comprendre, c'est que le seul moyen pour les femmes de se libérer de la société patriarcale, de se libérer des hommes, c'est carrément de s'en débarrasser, de les tuer et de vivre sans eux, au sens physique du terme, quoi. Ça veut dire les deux hommes du film qu'on peut voir meurent tous les deux à la fin. Il y en a un qui meurt directement parce qu'il est tué physiquement, et l'autre dont on sait qu'il va mourir parce que personne ne sera là pour l'aider. Alors, pourquoi personne ne sera là pour l'aider? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai expliqué que l'endroit... Alors, je vais l'appeler Jardin d'Éden, hein, sinon à chaque fois je vais être obligé de repréciser. Le Jardin d'Éden, dans le film Ex Machina, est un endroit isolé dans le sens précis où il y a, une fois par semaine, un ravitaillement qui est amené. Alors, bien évidemment, s'il devait y avoir un problème, le génie scientifique multimilliardaire joué par Oscar Isaac peut demander de l'aide. Ça, c'est pas une difficulté. Mais je vais en arriver au point qui permet de comprendre pourquoi on sait que le Caleb qui symbolise Adam va mourir. Donc, au début de l'histoire, Caleb qui arrive est présenté à un robot humanoïde, mais au départ, si je ne me trompe pas, il ne sait pas qu'il a affaire à un robot humanoïde. Il ne sait pas? Ah, je suis désolé, je ne me souviens pas. Je suis obligé de préciser, je ne me souviens pas, donc
Je vais expliquer en tenant compte de ça, je ne me souviens pas. Alors l'important, c'est que le génie scientifique multimilliardaire interprété par l'acteur Oscar Isaac s'adresse au personnage, Caleb, s'adresse à Caleb et lui dit, voilà, je t'ai amené ici parce que je veux faire un test. J'ai créé un robot humanoïde à forme féminine, que j'ai appelé Ava, et je veux savoir jusqu'à quel point elle est capable d'intelligence, d'autonomie, de prendre des décisions par elle-même, et ainsi de suite. C'est-à-dire, est-ce que le robot humanoïde à forme féminine que j'ai appelé Ava, que j'ai créé, est-il réellement une création géniale, ou y a-t-il des limites à cette création, et est-ce qu'elle elle ne serait pas capable de se débrouiller par elle-même? Et on suit donc des conversations qui vont avoir lieu entre Caleb, qui symbolise Adam, et l'être humain homme Caleb qui symbolise Adam, et, pardon, je dis l'être humain homme, parce que je pense à la création, c'est pour ça que je dis l'être humain homme, au personnage masculin Caleb, qui symbolise Adam, et au robot humanoïde à forme féminine Ava, qui symbolise Ève. On suit des conversations qui vont avoir lieu, et comment est-ce que je peux dire ça, des interactions entre eux, le fait que chacun va s'attacher à l'autre. Et, en fait, à un moment, il y a une conversation. Alors, il y a un autre point aussi qui fait que j'interprète Ex Machina comme le fait que c'est une réécriture de tout ce qui arrive à Ève dans le Jardin d'Éden, tel que c'est décrit dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, c'est on donne deux autres références qui sont 100% bibliques. Et je l'ai entendu, dans les deux podcasts que j'ai écoutés, je n'ai entendu personne faire référence à cela. Et j'ai été surpris, et je me suis dit, est-ce qu'ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne l'ont pas compris, ou bien ils ont compris certaines choses, mais ils n'en parlent pas parce que, étant donné que ce sont des êtres humains athées, pour eux, ça n'a aucune valeur, et donc ils n'en parlent pas parce que ça n'a pas de valeur pour eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors il y a des points que je sais qu'ils n'ont pas compris parce que ils en parlent. Ils en parlent. Il y a un point très précis qu'ils n'ont pas compris, ils en parlent. Mais par exemple, on a, pendant que le film se déroule, on a un moment, il y a une coupure par rapport au film, et on a une information jour 1, jour 2, jour 3, ou non, ça s'appelle pas jour, ça s'appelle chapitre, je crois. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et ainsi de suite, de 1 à 7. Ben, il est clair, enfin pour moi personnellement, c'est mon interprétation personnelle, il est clair que ça fait référence aux 7 jours de création. Et ce qui me surprend, c'est que là, aucun dans les podcasts que j'ai écoutés, alors les podcasts que j'ai écoutés, tout particulièrement l'un d'eux, qui s'appelle 24 FPS, qui est animé par quelqu'un qui s'appelle Jérôme, et un autre, je sais pas, ils sont tous les deux intervenants, peu importe, un intervenant qui s'appelle Julien, et tous les deux sont extraordinairement précis quand ils donnent des informations. C'est ce qui fait tout l'intérêt de leur podcast cinéma, qui s'appelle donc, je le répète, 24 FPS, c'est qu'ils sont extrêmement précis, et Jérôme, quand déjà il prépare un podcast quand il le fait, ensuite il fait de nombreuses recherches, et donc quand je me suis rendu compte que ni Jérôme ni Julien, qui aiment bien donner des informations précises, chercher, fouiller, et quand ils entrent dans une discussion où ils aiment bien développer des arguments et avancer dans la discussion, là rien, néant total sur la référence au Jardin d'Éden, à la création d'Ève et Adam. Et donc le fait qu'il y ait chapitre 1 jusqu'à 7, ils n'ont donné aucune explication, ils ont juste dit, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc a priori de ce que j'ai entendu, ils n'ont pas compris que ça fait référence aux 7 jours de la création. Et c'est le même cas dans le deuxième podcast. Alors le deuxième podcast, là c'est plus compliqué pour moi, parce que c'est un podcast que j'ai pas écouté souvent. J'ai écouté peut-être 3 ou 4 podcasts faisant référence à un film. Il y en a un dont je me souviens très bien parce que c'est Soleil Vert. Et malheureusement, c'est très rare les podcasts ou les vidéos YouTube sur Soleil Vert, le film Soleil Vert avec l'acteur Charlton Heston.
Je n'ai entendu que deux. J'ai entendu un seul podcast et une vidéo sur YouTube sur Soleil Vert. Donc là, bon. Alors, je voulais donc l'autre podcast. Alors, je me souviens d'un nom ou un prénom Clément, mais je me souviens pas du nom exact du podcast. Et donc, dans les deux cas, il y a un autre point. Alors, j'ai dit que dans les deux cas, dans les deux podcasts, les passionnés de cinéma n'ont pas expliqué que chapitre 1, chapitre 2 jusqu'à 7, ben, ça fait référence aux 7 jours de création. Ils n'ont pas parlé du fait que l'endroit où ça se trouve, c'est le Jardin d'Éden. Ils n'ont pas parlé du fait que Caleb symbolise Adam, que Oscar Isaac symbolise Dieu, et que Ava, comme son nom l'indique, symbolise Ève. Et en plus, il y a une question qui a été posée. Je sais pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si dans le podcast, le deuxième podcast que j'écoutais sur le film Ex Machina, fait par des passionnés de cinéma, je me souviens qu'il y a le prénom Clément dedans, mais je me souviens pas du nom exact. Je sais pas si dans le deuxième, ils se sont posé la question ou pas, ou s'ils n'en ont pas du tout parlé. Par contre, pour Jérôme Julien du podcast 24 FPS, je sais qu'ils se sont posé la question. De quoi je parle? À un moment, Ava, le robot humanoïde à forme humaine, dit j'ai un. Et Caleb, qui symbolise Adam, s'adresse à Ava et lui dit tu as un quoi? Un an? Un mois? Un jour? Et elle répond j'ai un. Et donc Caleb, le personnage, ne comprend pas de quoi elle parle. Et Jérôme et Julien du podcast 24 FPS expliquent tous les deux, pareil, qu'ils n'ont pas du tout compris de quoi il est question. Eh bien en fait c'est très simple, quand on connaît le passage de la Bible. Alors déjà, dans la Bible, la référence c'est le premier livre de la Bible, la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, il y a un certain verset, un passage du livre de la Genèse, qui décrit ce qui arrive à Ève et Adam dans le Jardin d'Éden. Ben, l'explication que n'ont pas pardon, je vais y arriver. Ce que n'ont pas compris Jérôme et Julien du podcast 24 FPS lorsque Ava dit j'ai un, que Caleb lui dit mais tu as un quoi? Un an? Et qu'elle répond simplement j'ai un, et qu'il dit mais tu veux dire un mois, une année, un jour? De quoi tu parles? Et qu'elle ne dit rien de plus. Ça fait référence au fait que dans la Bible, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où Adam était dans le Jardin d'Éden, seul, et le moment où Ève a été placée dans le Jardin d'Éden. Alors oui, c'est quelque chose de particulier. Dans la Bible, on peut dire qu'Ève et Adam ont été placés dans le Jardin d'Éden. Placés dans le sens où ça peut laisser entendre, c'est ma compréhension personnelle, mais ça c'est juste une interprétation, ça peut laisser entendre qu'en fait Ève et Adam n'ont pas été créés littéralement à l'intérieur du Jardin d'Éden. Ils ont été créés à l'extérieur du Jardin d'Éden, et une fois créés, ils ont été placés dans le Jardin d'Éden. Alors donc, je reprends. Quand Ava, dans le film Ex Machina, s'adresse à Caleb, qui symbolise Adam, et lui dit « j'ai un », et que Caleb ne comprend pas, il lui dit « mais tu as un quoi? Un an? Un mois? Un jour? Une semaine ?» Ça fait référence au fait, à deux choses qui sont liées aux explications qu'on trouve dans la Bible concernant Ève et Adam dans le Jardin d'Éden. Numéro 1, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où Adam a vécu seul dans le Jardin d'Éden et le moment où Ève a été placée dans le Jardin d'Éden. Il y a un temps qui, comme le dirait Fernand Reynaud dans l'un de ses sketchs, il s'est écoulé un certain temps. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Ensuite, on ne sait pas combien de temps Ève et Adam sont restés dans le Jardin d'Éden. Et pour terminer, lorsqu'Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, on donne l'âge auquel Adam meurt, 930 ans. La Bible précise à quel âge Adam meurt, 930 ans. Mais la Bible ne dit jamais à quel âge Ève meurt. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne Ève, on n'a aucune information de temps. On ne sait pas à quel moment elle a été placée dans le Jardin d'Éden pour être avec Adam. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, une fois qu'elle était dans le Jardin d'Éden avec Adam, pour qu'elle aille, elle aille vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'elle en mange du fruit. Une fois qu'elle a mangé au moins un fruit, voire plusieurs, de la connaissance du bien et du mal, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé avant qu'elle aille voir son mari
pour lui en proposer qu'il en mange aussi. Une fois que ça s'est passé, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où Ève et Adam mangeaient du fruit de la connaissance du bien et du mal, ont pris conscience qu'ils étaient nus, se sont cachés, et leur créateur, dans la Bible, Dieu, s'est adressé à eux pour leur dire « Qu'avez-vous fait ?» Et une fois que le créateur s'est adressé à Ève et Adam pour leur dire « Vous allez être jugés et condamnés », on ne sait pas combien de temps s'est écoulé avant qu'ils soient effectivement chassés. Et une fois qu'ils sont chassés du Jardin d'Éden, on sait qu'Adam a vécu 930 ans. Alors, est-ce que les 930 ans correspondent au moment où Adam est placé dans le Jardin d'Éden, il a vécu 930 ans? Ou est-ce que les 930 ans correspondent au moment où Adam est chassé du Jardin d'Éden, et après avoir été chassé du Jardin d'Éden, il a vécu 930 ans? D'après ce que j'ai compris, il faudrait vérifier, mais je pense que, bibliquement parlant, c'est après avoir été chassé du Jardin d'Éden, Adam a vécu 930 ans. Par contre, on ne sait pas combien de temps a vécu Ève. Donc, quand dans le film Ava, le robot humanoïde à forme féminine s'adresse à Caleb en lui disant « j'ai un », et que Caleb ne comprend pas de quoi elle parle, ça fait référence au fait que dans la Bible, il n'y a aucune information de temps en ce qui concerne Ève. Aucune. Voilà. Alors, j'arrête là par rapport à cette explication que j'ai donnée. Peut-être que j'étais trop long. Je suis désolé si c'est le cas. Alors, j'ai dit que un point important pour en arriver à ce que j'allais dire là précisément, que Ava va tuer le génie scientifique milliardaire qui l'a créé et Caleb qui symbolise Adam. Le génie scientifique milliardaire qui l'a créé qui symbolise Dieu et Caleb qui symbolise Adam, elle va le laisser mourir. Alors, donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et c'est pour ça que le film Ex Machina est non seulement à 100% un film féministe, mais en plus c'est un 100% un film féministe radical, mais en plus, il existe des militantes féministes radicales parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre. J'ai jamais entendu dire qu'elles expliquaient qu'il fallait tuer tous les hommes, exterminer tous les hommes qui existent sur la planète pour que les femmes puissent être libres. Ou que si une femme avait un problème avec un homme, elle pouvait aller jusqu'à le tuer pour être libre. J'ai jamais entendu dire ça. Mais donc, il existe pourtant des militantes féministes radicales. Eh bien, c'est plus que militantes féministes radicales, c'est carrément extra, méga, giga radical, puisque là, le seul moyen, dans le film, tel que c'est expliqué dans le film, pour Ava d'être libre, c'est de tuer. Il faut qu'elle tue le génie scientifique multimilliardaire qui l'a créé, qui symbolise Dieu, et il faut qu'elle laisse mourir Caleb. Alors, pourquoi Caleb, pourquoi on sait qu'il va mourir? Puisqu'il est dans un endroit qui est rempli de technologie et qui a des moyens d'appeler du secours et qu'une fois par semaine, bon. Pourquoi on sait qu'il va mourir ou que allez, je vais nuancer. Que les probabilités pour qu'il meure sont très très grandes, proches de 100%. C'est pas sûr à 100% qu'il meure, mais quand même, quand Ava le laisse, elle sait que les probabilités pour qu'il meure sont extrêmement grandes, proches de 100%. Parce que j'ai expliqué qu'il y avait un lien et des interactions qui vont s'établir entre Ava et Caleb. Donc Ava qui symbolise Ève et Caleb qui symbolise Adam. Donc c'est normal qu'une interaction se produise entre ces deux personnages. Seulement voilà, Caleb, lui, il va tomber amoureux d'Ava. Cet informaticien qui est Caleb va tomber amoureux d'Ava. Et comme dans le film, tout va se passer de telle manière à ce qu'il soit convaincu, 1, que Ava est prisonnière, 2, que le génie scientifique multimilliardaire joué par Oscar Isaac est quelqu'un de dangereux dans le sens où il retient Ava prisonnière, 1, et 2, il va se rendre, Caleb va se rendre compte que ce génie scientifique multimilliardaire qui l'a fait venir dans le Jardin d'Éden et qui veut qu'il interagisse avec Ava, avant Ava, il a créé d'autres robots et il s'est montré violent avec ces autres robots. Donc il va y avoir tout un processus qui fait que Caleb va être convaincu que puisqu'il est amoureux d'Ava, qu'il doit l'aider pour qu'elle se libère. Et Ava, elle va tout faire pour se libérer avec l'aide de Caleb.
Alors pourquoi avant on arrive à tuer le génie scientifique multimilliardaire qu'il a créé? Parce qu'en fait, le génie scientifique multimilliardaire qu'il a créé voulait, quand il a amené Caleb dans le jardin d'Éden et qu'il lui a dit je veux que tu interagisses avec elle pour qu'on voit comment elle fonctionne, il voulait qu'elle devienne une sorte de manipulatrice. Alors je dis une sorte de parce que je ne sais pas jusqu'à quel point il voulait qu'elle soit manipulatrice. Mais c'est-à-dire que le génie scientifique multimilliardaire voulait que le robot humanoïde à forme féminine qu'il a créé, Ava, mette en place tout un plan pour s'en sortir par elle-même, pour sortir. Et elle y arrive. Elle arrive à faire ça. Or, Caleb avait prévu qu'elle y arrive. Donc, il y a un moment où... pardon, pas Caleb. Le génie scientifique multimilliardaire qu'il a créé avait prévu qu'il y arrive. Il voulait qu'elle y arrive. Donc, quand Ava met en place tout un plan aidé par Caleb, il se passe exactement ce qu'il avait prévu, et deux, qu'il voulait qu'il se passe. Seulement, au moment précis où ça se produit, il y a quelque chose que le génie scientifique multimilliardaire n'avait pas prévu par rapport à Ava, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de manipuler Caleb pour s'en sortir. Elle a manipulé aussi son créateur. Et donc, elle va sortir du jardin d'Éden sans l'autorisation de son créateur. Et quand le génie scientifique se rend compte de ça, il panique, ce qui est assez bizarre. Hein. Franchement, là, dans le film, ça n'a pas vraiment de sens que quelqu'un qui est un génie scientifique panique comme ça, comme s'il n'avait pas prévu un système pour désactiver Ava à distance. Sincèrement, c'est ridicule. Là, ce principe-là ne tient pas debout. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour... Enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est ridicule. Ça ne tient pas debout. Mais comme le réalisateur Alex Garland, lui, voulait montrer comment les femmes peuvent s'en sortir, c'est pour les besoins du film. Cette partie-là du film, c'est pour les besoins du film de l'histoire, pour arriver à la fin du film de l'histoire. Donc, quand le génie scientifique se rend compte que Ava n'a pas seulement manipulé Caleb pour arriver à s'en sortir, elle l'a manipulé lui. Alors, le fait qu'elle le manipule lui, en partie, il l'avait prévu. Il avait prévu que Ava utilise Caleb pour déjouer tout ce qu'il a mis en place pour que Ava reste prisonnière. Donc, en partie, il avait prévu qu'elle cherche à déjouer tous les systèmes que lui a mis en place pour qu'elle reste prisonnière et qu'elle ne sorte pas du jardin d'Éden. Mais Ava est allée beaucoup plus loin. Elle est allée au point que, tellement loin, que Caleb comprend qu'elle veut sortir seule du jardin d'Éden sans tenir compte de son créateur, ni de Caleb, ni de rien, ni de personne. Et donc, quand il se rend compte de ça, il panique. Et quand il panique, eh bien, il va directement voir Ava pour l'arrêter, physiquement parlant. Et quand il se passe ça, eh bien, Ava réagit. Et en même temps qu'Ava réagit, il y a un autre robot humanoïde à forme féminine. Donc c'est le quatrième, c'est le seul autre personnage qu'on voit dans toute cette partie de l'histoire. Et pendant que Ava se bat avec le génie scientifique multimilliardaire qu'il a créé, l'autre robot va poignarder dans le dos ce génie scientifique. Donc il va être blessé, et étant blessé, il est obligé d'arrêter de se battre avec Ava, et justement Ava en profite pour prendre le dessus. Alors je sais pas comment ça se... Je me souviens plus exactement comment ça se passe. Est-ce que directement elle le tue, ou est-ce que elle a un temps de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Elle dispose d'un temps pour réagir, pour réfléchir, et c'est à partir de là qu'elle décide de le tuer. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle le tue. Littéralement, elle tue le génie scientifique multimilliardaire qui l'a créé. Et après, elle fait en sorte que tout le système... Enfin, déjà avant, comment dirais-je? Comment est-ce que je peux dire ça? Le centre de recherche commence à avoir des problèmes de panne, et donc il ne fonctionne plus normalement. Eh bien, Ava va s'arranger pour que le système, le centre de recherche, une fois qu'elle va sortir, reste complètement en panne et que personne ne puisse en sortir. Donc, à la fois,
le génie scientifique milliardaire qu'elle a tué, il est mort, purement et simplement, et Caleb, qui est resté prisonnier dans une pièce où Ava l'a enfermé, il ne pourra pas en sortir. Il ne pourra pas en sortir avant une semaine, et donc c'est pour ça qu'on sait que soit il va mourir purement et simplement, soit que les probabilités pour qu'il meure sont vraiment très très grandes, parce que, je l'ai dit, il y a un hélicoptère qui vient faire un ravitaillement une fois par semaine, et donc on va voir Ava partir vers cet hélicoptère. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? On ne le sait pas. Est-ce que Ava arrive à convaincre le pilote de l'hélicoptère qu'il doit l'emmener et c'est tout? Ou bien est-ce qu'elle le tue comme elle a tué son créateur qui est un génie scientifique multimilliardaire? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on voit Ava qui s'en va et l'hélicoptère qui décolle et qui lui aussi s'en va. Donc on sait que Ava a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé. Elle se libère du jardin d'Éden dans lequel elle était prisonnière, et elle s'en va avec un hélicoptère. Et on sait que Caleb, lui, est prisonnier, qu'il n'arrivera pas à s'en sortir, parce que c'est un informaticien, donc il pourrait trouver des solutions. Mais Ava s'est arrangé pour que le centre de recherche reste, comment est-ce que je pourrais dire ça, inactif, qu'il ne puisse pas fonctionner. Et le film se termine, on voit Ava, alors, est-ce qu'on voit littéralement Ava dans une rue, et après on voit des ombres d'une personne, ou est-ce qu'on voit en même temps les ombres de personnes et l'ombre d'Ava? Je ne me souviens pas. Mais on sait que c'est Ava, il n'y a aucun doute possible, c'est Ava. Alors, la scène qu'on voit à la fin, toute fin du film, la toute dernière scène, elle fait référence à une scène du film qui a lieu bien avant, je crois, au début du film, en tout cas au début de l'interaction qu'il y a entre Caleb, qui symbolise Adam, et Ava, qui symbolise Ève. Alors cette scène du film, là, alors là je vais la dire de mémoire, donc je vais faire simple, parce que en fait il aurait fallu que je regarde la scène du film et les mots point par point pour pouvoir le dire précisément, mais c'est pas grave. L'idée qui est exprimée, c'est par exemple quelqu'un qui est enfermé dans une pièce et tout ce que cette personne voit est en noir et blanc. Et elle sait qu'en dehors de la pièce, il y a tout ce qu'elle pourrait voir sera en couleur. Et donc, elle a beau savoir que tout ce qui est en dehors est différent parce que c'est en couleur, tant qu'elle n'aura pas fait l'expérience d'être en dehors de la pièce dans laquelle elle est, elle ne saura pas ce que c'est que de voir en couleur. Donc, c'est peut-être une référence à l'allégorie de la caverne de Platon, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait référence à tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose. Pardon. Mince. Tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, excusez-moi, il faut que je boive un petit peu d'eau. Désolé, je vais essayer de reprendre et de terminer avant que la toux ne m'empêche de continuer. Donc je disais, tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, eh bien on ne peut pas le connaître justement grâce à l'expérience. Et de la manière dans la partie du film, de la manière dont ce principe, c'est un principe entre quelque chose qui est en noir et blanc et quelque chose, la même chose ou autre chose qui est en couleur. Ce principe, tel qu'il est montré dans le film, semble symboliser le fait que tant qu'elle voit en noir et blanc, Ava est prisonnière. Et pour être libre, il faut qu'elle voie en couleur. Et donc, quand la dernière scène du film montre qu'elle va pouvoir voir en couleur parce qu'elle est libre. Et il est possible aussi, comme Ava est prisonnière et qu'elle doit se libérer, que les ombres qu'on voit dans la dernière scène du film, peut-être que ces ombres font référence à l'allégorie de la caverne,
Alors si c'est le cas, c'est pas mon interprétation personnelle. Quand j'ai vu le film, j'ai pas du tout pensé à ça. Je crois que c'est Jérôme et Julien dans le podcast 24 FPS qui explique ça, que les ombres font référence à l'allégorie de la caverne et que donc Ava, qui était prisonnière dans le jardin d'Éden, qui avait une vision, une compréhension de la vie comme dans l'allégorie de la caverne de quelqu'un qui est attaché, enchaîné, prisonnier, et qui ne voit que les ombres de la réalité. Une fois que Ève s'est libérée du jardin d'Éden, eh bien, elle peut voir les véritables formes de ce qui est réel, et non plus seulement leurs ombres. Voilà. Alors, je crois... Alors, je vais essayer de terminer rapidement. Je vérifie juste là, mentalement, est-ce qu'il y a un point dont je pourrais encore parler par rapport à Ex Machina? Je crois pas, non, je crois pas. Non, je vois pas pour l'instant, tel quel je vois pas. Ah si, oui, si, quand même. La chaîne que je fais est une chaîne où il est question de... où la raison d'être, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité par rapport à l'existence d'un créateur des êtres humains. Donc, pour les femmes, les religions, d'une manière générale, je crois, hein, si je ne me trompe pas, d'une manière générale, et en particulier les religions monothéistes, sont un carcan, une prison, exactement comme Ava qui se trouve dans le jardin d'Éden. Et donc, pour les femmes, enfin, du point de vue des militantes féministes et des femmes qui partagent les idées des militantes féministes, la meilleure chose à faire, c'est, comme Ava, de se libérer des hommes et de tout ce qui vient des hommes d'une manière générale, et particulièrement des religions monothéistes. Je pense que c'est tout à fait le sens. Alors, Alex Garland, il fait des films à 100%, le réalisateur Alex Garland fait des films à 100% féministes. Hein. Là, il n'y a aucun doute possible. Les trois films qu'il a fait dont j'ai entendu parler, donc Ex Machina que j'ai vu, un autre qui je crois s'appelle le mal des hommes, un truc comme ça, ou Men, en anglais Men je crois, et en français le mal des hommes ou les mâles, ou je sais plus trop, et un autre qui s'appelle Annihilation je crois, c'est toujours à 100% féministe, c'est à 100% féministe. Donc ce film-là, Ex Machina, est à 100% dans ce sens du militantisme féministe, mais avec une particularité. Alex Garland, il n'est pas féministe dans le sens les femmes doivent se libérer tout en continuant à vivre avec les hommes. Il est militant, il fait des films militants féministes avec l'idée que les femmes doivent jeter les hommes à la poubelle, quoi. Elles sont beaucoup mieux sans eux. Et donc c'est pour ça que j'ai donné les interprétations, enfin c'est pour ça que j'ai donné, non, j'ai donné les interprétations que j'ai données parce que c'est tout ce à quoi j'ai pensé, en regardant le film Ex Machina, et justement l'interprétation que je donne ne fait que, voilà, c'est là où je veux en venir. Bon sang, je suis bien content d'avoir retrouvé le fil de ma pensée, c'est exactement là où je veux en venir. Le film est à 100% féministe, il n'y a pas besoin de... Je veux dire, quelqu'un qui n'écouterait pas mon podcast pourrait s'en rendre compte. Enfin, quoique. Les deux podcasts que j'ai écoutés, il n'y a aucune référence au féminisme. Aucune. C'est Yuval Noah Harari, quand j'ai écouté l'un de ses livres audiobook, qui lui a dit j'ai été surpris de me rendre compte que les personnes qui parlaient du film Ex Machina n'ont pas compris que ce film était totalement féministe. Et donc, déjà, je suis à 100% d'accord avec cette interprétation, cette explication de Yuval Noah Harari, et les explications que je donne par rapport au Jardin d'Éden, à l'endroit dans lequel se passe toute l'histoire qui symbolise le Jardin d'Éden, à Caleb qui symbolise Adam, à Ava qui symbolise Ève, au génie scientifique multimilliardaire qui symbolise Dieu le Créateur, et au fait qu'Ava doit se libérer de son créateur et de Caleb qui symbolise Adam, bah, ça ne fait que aller dans le sens du fait que ce film est totalement féministe. Voilà, je m'arrête là. Au revoir.